Alors bonjour, merci d'être là. On va démarrer doucement. Je crois que nous avons jusque 10h30. En tout cas, c'est ainsi que nous allons calculer notre temps. Je suis contente de prendre le relais après l'intervention d'hier de Joël Zask. Et ce matin, on va se situer dans la ligne de ce qui a été ouvert hier comme discussion. Je m'appelle Nicole Alix et il y a quelques années, avec d'autres personnes, créé une association qui s'appelle la COP des communs. On pourra y revenir ensuite. L'idée étant de s'intéresser à la fois aux pratiques qui se réclament de ce mouvement des communs et à la théorie qui l'a expliqué. Il y a une dame qui a eu le prix Nobel pour ça et on a beaucoup d'éclairage de sa part sur qu'est-ce que les gens font quand ils sont ensemble. Des fois, des choses pas très sympathiques et des fois, des choses absolument merveilleuses. Donc voilà, moi je suis Nicole Alix et j'ai la chance d'accueillir, alors je commence par toi, Daniela Chiaffi, qui est professeure à l'université, en tout cas au Politecnico de Turin, comme son nom et sa profession vous l'indique, elle est italienne et elle fait partie d'une association qui s'appelle Lapsus, laboratoire pour la subsidiarité, et qui a, en Italie, été à l'origine de pactes de collaboration entre des citoyens et des villes ou des villages pour s'occuper des biens communs, beni comuni, prendre soin des biens communs. Et nous avons aussi Camillo de Lima, qui, alors, il est à Turin, il est au Politecnico de Turin, et il n'est pas né à Turin, il est né au Brésil. Et Camillo, il va s'exprimer en français, et on sera très bienveillant, parce que nous avions compris que peut-être il y aurait un écran derrière nous et qu'il pourrait commenter des images. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'écran derrière nous, il ne peut pas commenter des images et c'est un exercice un petit peu acrobatique et on le remercie pour cela. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils sont tous les deux architectes et urbanistes, et ils ne vont pas du tout nous parler de leur profession aujourd'hui. Voilà. Alors, on se retrouve ce matin pour, maintenant ça doit faire 1 heure, un tout petit peu plus de discussion pour parler d'un thème qui a été mentionné ainsi dans le programme, commun et pédagogie. Ça a failli être commun et pédagogie sociale. Regard croisé, Italie, Brésil, France. Bon, déjà, ça fait beaucoup de choses. En temps de nécessaire redirection écologique, ça c'est encore un autre élément. Et danger d'extrémisme politique. Alors vous imaginez que ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Alors, on s'est dit que peut-être je pouvais vous dire 2-3 choses sur comment on rebondit sur ce qui a déjà été évoqué hier. Est-ce que vous avez entendu Joël Zask hier? Oui. Combien de personnes ont entendu Joël Zask hier? OK. Parce que nous, on n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout pédagogue. Eux, ils sont habitués. Mais vous savez, on a plein de choses à dire. Mais c'est comme les enseignants qui arrivent, je pense, avec plein de choses à dire face à une classe ou avec une classe dont ils ignorent. C'est une nouvelle classe, alors on ne sait pas qui vous êtes. Donc voilà. Joël Zask, hier, elle nous a dit 3, 4 peut-être points vraiment importants qui nous réunissent ici
aujourd'hui aux rencontres internationales de la classe dehors. Elle a dit, la classe dehors, c'est sortir de chez soi, se décentrer. Elle a d'abord dit ça. Enfin, elle a dit ça. Elle a dit aussi, pour moi c'est le deuxième point, que la classe dehors, c'est l'éducation par l'expérience. Apprendre à partir de ses propres actes et pas seulement avec les livres. Je pense que c'est une deuxième idée. Il y a une troisième idée que j'ai notée comme ça, c'est l'idée de l'émancipation. Le fait de décider. Ça, c'est la troisième idée. Et le quatrième, j'ai noté comme ça, discussion sur les conditions du vivre ensemble. Les regards croisés. Ah, c'est la même chose que ce qu'on avait nous mis dans notre thème, regards croisés. Et elle a dit aussi le dehors comme partenaire. Et nous, ce matin, on va vous parler des communs. Et première question pour vous, est-ce que en rebond du thème, vous voulez vous exprimer? Vous attendez quoi qu'on vous dise? Est-ce que quelqu'un, pourquoi vous êtes venu? Est-ce que quelqu'un veut, il y a un micro là, nous aider à nous repérer sur ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous vous posez comme question en ayant lu le thème qui nous réunit ce matin? Est-ce que c'est un peu agressif, peut-être mon... Oui? Alors voilà, quelqu'un. Merci, super. Et peut-être, si vous voulez bien, voilà, juste dire en une seconde, quoi, qui vous êtes? Une seconde? Non, deux. Alors, moi, je suis Marie-Lou, je suis chercheuse. Et dans une seconde, hein, dans cet atelier, enfin dans ce moment de partage, je m'attendais par rapport au terme repli sur soi, par rapport au terme commun et au terme dérive, j'imaginais peut-être de mettre en regard les risques de repli sur soi quand on n'est plus dans des espaces de partage et de discussion de chemin commun. Et comment on peut éviter justement par comment on peut éviter par l'incompréhension parce qu'on n'est plus en rapport avec l'autre et qu'on n'échange plus avec l'autre, comment on peut remettre en place des espaces de dialogue collectif, de décision commune et de concertation commune pour éviter ce repli, cet extrême où on n'est plus en contact avec le dehors, avec l'extérieur. C'est peut-être un peu abstrait comme non, je ne savais pas quoi m'attendre. Ok. D'autres? Il y a une personne au fond. Merci. Bon, comme ça. Bonjour, moi je suis Céline Kael, je suis enseignante dans un lycée. Et en fait, ce qui m'a attirée, c'était aussi le regard croisé avec l'international, l'Italie notamment. Et je pense que sur la question des extrémismes politiques, on a des choses à s'apprendre et des choses à faire ensemble. Et donc, vraiment, mon attente, c'était de ne pas rester centré sur nos problématiques nationales et de parler plutôt de problématiques européennes et internationales. Ok, merci beaucoup. Une troisième, et puis peut-être ensuite... on va continuer notre chemin, monsieur. Ça va? Bonjour, moi je m'appelle Grégory Der, je suis responsable de formation. Il faut parler. Ouais, je suis responsable de formation au CMEA et du coup j'amène un groupe qui est en stage pédagogie grand pédagogue. Et pédagogie quoi? Grand pédagogue. Oula. Du coup c'est vraiment la forme de la classe dehors. Et nous, du coup on vient rencontrer d'autres réflexions, d'autres manières de voir et dans l'idée aussi de croiser avec l'international. Et voilà. Très bien, il y a des grands pédagogues donc, dans la salle. Des très très grands pédagogues. Ok, donc et on a encore une autre question et après, mais ça sera, on n'a pas besoin du micro pour répondre à la deuxième question. Hier, on a eu une conversation, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi,
avec Daniel hein, sur la question du pouvoir. Alors, un petit test ce matin. Vous, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la question du pouvoir? Est-ce que les gens qui sont mal à l'aise avec la question du pouvoir peuvent lever la main? Qu'est-ce que je veux dire par... Est-ce que quand on vous parle de pouvoir, voilà, vous n'aimez pas? C'est peut-être un peu brut voilà. Comment tu dirais ça, toi, Daniela? On n'est pas mal à l'aise? Moi, j'utilise la main comme les Italiens. Je fais le pouvoir. Le pouvoir, bon, ou le pouvoir A. Alors, vous ne savez pas trop. Alors, parce que je vais vous dire. Alors, on va faire un truc. Donc, il y aura 3 questions. Est-ce que le pouvoir, quand on évoque le pouvoir, ça vous met mal à l'aise? Au contraire, est-ce que le pouvoir, vous êtes à l'aise avec cette notion ou est-ce que finalement, c'est un sujet de discussion? On va dire ça comme ça? OK. Alors, je recommence, si ça ne vous embête pas trop. OK. Donc, qui se sent, alors je vais commencer autrement, à l'aise avec la question du pouvoir? Non, elle n'a pas dit ça. Arrête avec ça. Vous voyez que c'est un sujet. OK. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec la question du pouvoir? Il y a quand même presque la moitié enfin, un gros tiers. Vous ne voulez pas relever la main? Ah oui. OK. Hein? C'est ça, oui. Oui, à l'aise, là. À l'aise. OK. Et qui se sent pas à l'aise avec la question du pouvoir? Pas à l'aise. OK. Bon, il y en a quelques-uns. Et qui dit, oh, il faut discuter? OK. Même chose que... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont voté à la fois à l'aise et il faut discuter. Bon, ce qui est d'ailleurs le sujet qui nous réunit ce matin, parce que je vais juste lancer la discussion avant de te donner la parole, Camilo. J'ai évoqué cette association que je contribue à animer, qui réunit à la fois des praticiens et des chercheurs sur la question des communs. On fait aussi beaucoup le lien avec ces formes d'organisation qu'on appelle maintenant de l'économie sociale et solidaire, des associations, des coopératives. En tout cas, nous, la façon dont on voit, dont on décrit, dont on pratique, on essaye aussi, nous-mêmes, les communs, c'est un ensemble de personnes qui sont concernées ou qui se sentent concernées, qui partagent un concernement face à une situation qui est souvent une situation de fragilisation. Alors, ça peut être une fragilisation pour une ressource, l'eau, l'accès à l'eau. Ça peut être une fragilisation de processus, par exemple, puisque un des sujets qui nous préoccupe ce matin, ce sont les extrémismes politiques. Ça pourrait être la démocratie. Donc, un ensemble de personnes qui se sentent concernées par une situation de fragilisation ou de manque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ces personnes se mettent ensemble. C'est une action collective qui manifeste ce concernement pour préserver ou développer l'accès à la ressource. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce que souvent, dans la théorie des communs, on appelle le système de gouvernance, c'est-à-dire une articulation entre la communauté et la ressource. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire une définition par les personnes concernées des dispositifs de propriété et d'usage
et de discussion autour de l'accès à la ressource dans un système de gouvernement. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est justement la question de l'accès à la ressource pour les personnes qui sont concernées là maintenant, et aussi le sort des générations futures. D'où le lien avec la question de la redirection écologique. Ça, c'est pour lancer la discussion. Et comme effectivement, vous l'avez dit, l'idée, c'est de décentrer les regards sur ce thème un peu large. Si vous voulez bien, on va donc demander à Camilo de raconter ce qu'il peut nous raconter à propos du Brésil. Et ensuite, si vous voulez poser des questions, peut-être on laissera un temps pour poser les questions à Camilo. Oui, tu es d'accord comme ça. Et après, toi, tu rebondiras, Daniela. Est-ce que ça vous va comme façon de procéder? OK. Alors, tu dois prendre ton micro orange parce qu'on ne doit pas nous mélanger nos micros. Voilà, Camilo, merci beaucoup. Et tu prends ton temps et c'est un exercice dont nous te remercions. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation et pour votre accueil et pour la présence de toutes et toutes. Ma présentation s'appelle « Vers une écologie décoloniale des communs pédagogiques, défis entre enseignement et architecture ». Excusez-moi, mais mon français a été profondément affecté par mes tentatives d'apprendre l'italien. Donc, quand je parle français, me viennent seulement les paroles, les mots en italien. Donc, c'est un peu difficile. C'est pourquoi que je préfère lire un peu ma présentation. J'avais aussi préparé une présentation PowerPoint avec de très belles images, mais évidemment, ce n'était pas vraiment adapté à dehors. Donc, je m'excuse, mais j'espère qu'avec cette intervention, vous pouvez imaginer les images pendant que je parle. Donc, ça sera un peu un exercice d'imagination. Je voudrais parler de trois choses aujourd'hui. Donc, le défi d'un enseignement ouvert de l'architecture, parce que je suis un professeur d'architecture, d'expérience de dialogue avec Paulo Freire, de colonialité, de cloisonnement, le ludique, l'écologie du savoir. Et parfois, on peut parler des défis d'une pédagogie pour les communs. Le premier point, c'est l'enseignement de l'architecture. Elle est une discipline. Une discipline au sens plus dangereux du terme. L'architecture comme discipline encadrant le sujet, comme dans les règles de l'art de Pierre Bourdieu. La discipline de l'architecture qui crée un système d'encadrant les attitudes et définit ce qui a de valeur, mais aussi bien sûr dans le sens de Foucault, de la discipline. Cette disciplinarité crée des machines abstraites, comme a dit Lazzarato aussi. Les champs interpellent les sujets pour construire une image du monde, une image d'eux-mêmes dans le monde et une image de leur pouvoir d'agir sur le monde. Donc, on a une disciplinarité de la subjectivité. En contraste, mon idée dangereuse est que le travail en architecture est toujours un travail collaboratif, mais il est capté par l'image de génie. La discipline fonctionne comme un mécanisme d'extraction, capturant le surplus de créativité. Aussi, au-delà des simulacres et des simulations de Baudrillard, nous vivons dans un monde de fake news, d'extrême droite, de la AI, des robots, mais qu'il est important de comprendre que c'est que les connaissances dans l'Internet est aussi collective.
cette intelligence collective est transformée en capital par les big plateformes. Un autre, le défi que pose l'extrême droite est le défi d'un conflit entre logique du monde déguisé, un univers parallèle. Au Brésil, l'expérience avec Bolsonaro, les débats sont devenus surréalistes, mais aussi très dangereux. Cependant, au fond, il s'agit d'un conflit de paradigme, de mode de production, mais aussi d'un instrument de désorientation critique. Pour moi, il y a un conflit de paradigmes. La compétition, dans sa forme plus extrême maintenant, contre la collaboration. Une tension entre logique compétitive, individuelle, et les dynamiques collaboratives de la production, le commun, les co-créations. Pour explorer des alternatives, il faut explorer d'autres chemins. La classe inversée, inverted ou flipped classroom, qui renverse la logique traditionnelle d'enseignement en transférant l'acquisition de savoir à la pratique en tant que telle et en consacrant le temps de la classe à l'échange, à la collaboration, à la résolution des problèmes. Aussi, penser le camp élargi de l'architecture, the expanded field of architecture. Le champ élargi dépasse la conception d'architecture en tant que design et projet pour concevoir l'architecture comme des actions sociales, culturelles et spatiales, repositionnant l'architecte comme médiateur de communs et de territoires, et vers une assemblée de dialogue et de travail collaboratif. Cette approche critique propose de passer d'une vision linéaire et standardisée de la créativité à des dynamiques d'assemblée favorisant l'intelligence collective et l'innovation partagée, donc les assemblages, le Kanban, le travail collectif et collaboratif, c'est un point qui, dans l'architecture, dans l'enseignement d'architecture, não existe pas, donc é tudo per fare. It's all to be done yet. Pour aller dans ce sens, nous avons exploré une série de dialogues interdisciplinaires avec Paulo Freire, qui est aussi important au Brésil, qui propose une pédagogie de la libération, pas la liberté, mais la libération. And it's always like a struggle for freedom. Fondé sur le dialogue visant la transformation du monde et l'émancipation sociale, mais aussi la décolonialité qui remet en question les logiques instrumentales, propose de valoriser les savoirs marginalisés et de construire les héritages. Mais surtout, les ludiques, mais pas la gamification qui, à travers d'une stimulation constante de la dopamine, a servi la conscience par récompense immédiate, mais les ludiques désignaient l'importance du jeu comme une attitude contre-hégémonique, de transformation du monde tel qu'il est, et simulant la créativité, l'autonomie et l'engagement. Au Brésil, nous avons travaillé avec un collectif qui se nomme Coletivo Educare. C'est une école, mais qui est organisée comme un collectif de parents et d'enseignants qui développe des pratiques éducatives collaboratives centrées sur la citoyenneté active, l'écologie, et basées sur projets collectifs d'apprentissage autogérés par les étudiants et démocratique, comme l'école, un peu comme l'école de la Ponte à Portugal. Dans le desemparedamento de Lisa Tiriba, décloisonnement, métaphoriquement l'élimination des murs et des barrières de l'école, les Tiriba défendent le décloisonnement de l'éducation en reconnectant les enfants à la nature et en critiquant les logiques scolaires enfermées. Les
quintais brincantes, como um movimento au Brésil, que peut-être se peut dire dehors ludique. Les quintais brincantes proposant une éducation ancrée l'expérience de la nature, la culture populaire et les jeux, valorisant l'autonomie des enfants et les savoirs communautaires. Ces alternatives peuvent être tissées vers une écologie des savoirs, pour penser l'éducation comme un espace de diversité des savoirs et de transformation sociale. L'écologie des savoirs de Boaventura Sousa Santos est une articulation respectueuse entre savoirs populaires, ancestraux, académiques, expérimentaux, favorisant l'émancipation, la collaboration et la soin des communs. Face aux défis contemporains, cette écologie n'est pas seulement épistémologique, mais aussi politique, éthique et poétique. Exemple d'expérimentation que nous avons fait entre les champs élargis de l'architecture et la pédagogie décloisonnée, un guide pour l'architecture décoloniale de l'école pour penser d'autres paradigmes éducatifs, de construire les espaces traditionnels et imaginer une nouvelle spatialité pour l'enseignement. J'avais aussi beaucoup d'images pour vous montrer, mais il n'y a pas pu. Il s'agit d'espaces conçus selon les principes tels que la polyvalence, la flexibilité, la collaboration, la diversité, la fluidité spatiale entre l'intérieur et l'extérieur, l'horizontalité et la dimension ludique. Dans un autre cours, l'étudiant conçut aussi modules spatiaux pour l'éducation décoloniale dans le cadre d'un travail collaboratif avec le collectif Educare. Un autre exemple, en collaboration avec la bibliothèque, la faculté d'éducation et la faculté de mathématiques au Brésil, nous avons développé une guide du ludique à l'école et des jeux décoloniaux. Nous avons développé des projets do-it-yourself, des jeux autochtones, jeux indigènes et afro-brésiliens, désignés à la production à l'aide d'imprimantes 3D et machines de découpage à laser, un peu ouvert comme un Fab Lab pour les écoles pour faire ces jeux décoloniaux. Finalement, dans la dimension du champ élargi de l'architecture, la construction d'événements comme Alain Baudieu ou Bernard Tichoumi devient plus significative dans l'enseignement d'architecture qu'une simple production de design ou de projets d'espace simulés. Autrement dit, quel est l'impact social que les compétences de l'architecte peuvent générer? À Wood Street, em London, nous avons produit une installation temporaire avec des élèves d'une école visant à sensibiliser la population au processus de privatisation d'une place publique. Dans une discipline, le résultat final de l'atelier a été la création d'une NGO et d'une plateforme numérique destinée à sensibiliser aux défis d'un fleuve de la ville de Goiânia, à construire un imaginaire alternatif autour de ces fleuves. Donc, il y a plus de questions ouvertes que de conclusions. Pour moi, une pédagogie de comment, pour une pédagogie de comment manque, il y a un déficit d'imagination au Brésil, des paradoxes juridiques et manque d'une éducation populaire au commun. Je vais raconter seulement 3 petites histoires pour vraiment conclure. Dans la ville de Goiás, nous avons rencontré une donne contemplant les ruines de son ancien restaurant situé à la rive du Rio Vermelho. Lors d'une interview, elle nous a confié qu'elle trouvait dommage que ces espaces soient abandonnés à l'abandon et que le gouvernement ne faisait rien pour revitaliser la zone. De l'autre côté de la rue,
les soins de la nature est omniprésent. Les voisins exprimant un désir profond pour prendre les soins de la nature et des biens communs. Imaginez les images ici, imaginez une rue remplie de pots de plantes et une rivière abandonnée. Cependant, il manque une imagination sociale pour organiser ces soins du bien commun. Dans une favela, les habitants utilisent des espaces résiduels pour cultiver des potagers. En nous voyant, ils ont eu peur de nous, soyons des agents de la municipalité, venus interdire l'usage collectif de ces lieux. Là-bas, l'État est perçu comme un ennemi des initiatives collaboratives communautaires. Dans un quartier périphérique de Goiânia, un habitant, de sa propre initiative, crée une pépinière et transformé en pâturage public abandonné, situé sur les berges de la rivière, en une forêt urbaine. Il organisait de nombreuses activités de sensibilisation à l'environnement avec les enfants des écoles locales et fournissant les plans à toutes les villes. Mais après avoir affronté de nombreux obstacles juridiques, parce que leur travail pour le bien commun n'est pas de place dans la loi au Brésil, il a fini par abandonner son projet. The Care of the Commons n'est pas reconnu légalement et juridiquement au Brésil. C'est un travail de pédagogie sociale qui reste à accomplir. Imaginer et reconnaître le commun. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je pense que c'est très bien que ce soit filmé. Merci beaucoup à ceux qui nous filment. Et peut-être, si tu l'acceptes, Camilo, on essaiera de aussi prendre ton texte et on verra avec l'équipe de la Fabrique des communs pédagogiques comment est-ce qu'on peut le partager. Et cette fois, on pourra aussi... Peut-être je peux envoyer l'image au groupe oui, bien le sûr. WhatsApp. Oui. Vous avez... Ah oui, tu peux l'envoyer sur le WhatsApp. Oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. C'est vrai. Et puis on verra ce qu'on en fait. Alors, avant de continuer, parce qu'il y a aussi notre exemple italien, peut-être retour vers vous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Camilo, rebondir, réagir sur ce qu'il a dit? Et je regarde si quelqu'un veut... Voilà, notre ami qui est enseignant, non, chercheur. Alors, vous êtes tous les deux devant là, voilà. Alors. Votre ami qui est surtout décoiffé. J'ai une question pour Camilo, puisque pour l'instant c'est à peu près lui le seul qui a parlé. Les savoirs autochtones des établissements essayent de transmettre les savoirs autochtones avec des Fab Labs, des choses comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment que ça augmente la quantité de personnes qui font ça? Parce que c'est quelque chose qu'on observe dans les communautés autochtones à travers le monde. En France, ça a commencé assez tôt dans les années 1970 avec les écoles d'Iwan en Bretagne, par exemple, qui sont devenues bilingues, qui ont intégré les savoirs vernaculaires dans l'enseignement, l'accès au dehors tout de suite. Et ça, on le retrouve vraiment un peu partout dans le monde actuellement comme une situation d'urgence et qui est manifeste, et donc beaucoup d'énergie qui va par là. Est-ce que vous voulez bien dire qui vous êtes? Je suis Éric Lenoir, j'ai écrit des choses sur les jardins, le paysage et la façon de vivre ensemble. Ok, merci beaucoup. Parce que je crois que c'est bien aussi qu'on partage nos noms et nos savoirs. Est-ce que tu veux dire... Peut-être je peux dire en anglais. Est-ce que ça va aller? Et si quelqu'un n'a pas compris, on se débrouillera pour comprendre. Oui, bien sûr. Yeah, so I think like in Brazil there is movement, but it's not like mainstream. So it's like counter-hegemonic, and there is this movement. They have like a lot of engagement, and there is many schools working with that. And but maybe that would be like with autochthonous knowledge and with like
the inheritance from Africa, from Brazil, also from indigenous people. That it's perhaps, I don't know, 1% of all the schools. And today in Brazil, for example, it's compulsory. For example, at the university, we have to have like disciplines that work with the traditional heritage and the Afro-descendants culture. But also when we had Bolsonaro, so many of these initiatives were like just destroyed by the state. So we had in that moment like a state against the state that was like just destroying itself. And but it's still like it's let's say a fight. And even like in the context of architecture also, like the things that I teach is very funny because I'm not like the professor that everybody likes. I just like some people really hate me and some people really love me. Some people come to me, oh, it was the best class I ever had in my life. And other people are just like not engaged at all. So I think it's very polemic, those things today in Brazil. And but I think it's also, it's a very important like ethical and poetic and a way of seeing the world and sharing. So it's kind of a fight. It's a political fight of how you see what is important and what is not important. Merci. Je crois qu'on avait une deuxième réaction. Si notre ami avec le bob... Je peux essayer de parler en français, non? Une petite traduction de ce que tu as dit. Peut-être vous pouvez la faire vous. Il a posé la question. Non, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Ouais. Non, mais ce que j'avais dit est qu'il y a un mouvement au Brésil pour cette oui, il a dit ça. Perspective plus culturelle et autochtone. Mais c'est en fait une dispute politique. Et il y a des personnes qui sont d'accord, il y a des personnes qui sont contre. Donc, je peux dire que comme une politique de l'esthétique. Si, mais non est hégémonique. Non est. Voilà, ok. Et il a parlé aussi, Camilo, beaucoup de la question du rapport à l'État. Il l'a dit aussi dans son intervention initiale qu'il y a une méfiance par rapport aux interventions de l'État, quelle que soit la nature de du gouvernement politique, c'est-à-dire que peut-être ça reste aussi marqué dans les esprits. Bonjour, je suis Eliane, je suis brésilienne. Ah. Je suis chercheuse de l'Université de São Paulo, au Brésil. Bonjour Camilo, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous remercie pour parler de notre pays. Je voudrais en ajouter une expérience au Brésil, proche de São Paulo, très intéressante et très importante, en faisant la relation avec les pouvoirs publics, comme disait Camilo. C'est une ville qui s'appelle Jundiaí, bien proche de São Paulo. Il y a de 37 000 élèves, c'est une mairie grande. Et elle a fait un projet de quoi j'avais participé, qui s'appelle le desemparedamento, como Camilo a dit. Ça, c'est dire briser les murs. C'est une métaphore. Briser, c'est ça? Briser les murs, oui. C'est une enseignante qui s'appelle Leia Tiriba, oui, je suis d'accord. Et pendant 4 ans, nous faisons un projet qui s'approche de la classe dehors pour les élèves, des petits élèves, de la petit moyen de 4, non, qui ça a commencé les enfants de 3 ans
jusqu'à les adultes, qui s'appelle Éducation de jeunes et adultes. C'est fantastique, c'est une initiative, mais au fin de 2024, le mari a changé et le travail ne continue pas. C'est malheureusement. Et ça, c'est-à-dire le pouvoir, nous manquons, je suis d'accord, d'une posture politique et publique meilleure assurée, meilleure. Nous devons construire meilleur nos idées sur l'éducation. Nous avons beaucoup d'expériences sur ce thème-là, mais sont des expériences, je pense, qui isolées. Même le travail de Jundiaí, qui c'est pour 37 000 élèves, c'est beaucoup, mais je pense qu'il ne va pas continuer. Merci beaucoup, merci à vous. Et je crois que ça circule là, et ce qui est agréable, c'est que ces rencontres permettent ce qui se passe là, c'est-à-dire les rencontres. Et c'est aussi pour ça que je vous ai renvoyé la balle, parce que pour savoir si, comme on a dit, le partage des savoirs se fait. Est-ce qu'il y a encore une réaction? Sinon, je crois que je vais me retourner vers toi, Daniela. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alima. Alima, qui est là, est une alliée. Elle travaille beaucoup sur les communs. Elle est à Marseille et on la remercie. Peut-être tu diras un mot après de ce que tu fais. Daniela. Okay. Ciao. Ciao. Vas-y. Bonjour, buongiorno. Ça fait, je pense, 10 ans qu'on se connaît avec Nicole et que souvent je viens en France chez vous pour vous tenir au courant de ce qu'on fait en Italie pour nous soigner de l'Italie, voilà. L'Italie comme bien commun. Et bon, quand je regarde cette dernière décade, c'est assez étonnant qu'est-ce qu'on a fait, parce que bon, quand on s'était rencontrés, je venais de connaître l'expérience de la ville de Bologne, donc, qui démarrait des si dites pactes de collaboration entre les gens, surtout les techniciens, les responsables techniques des secteurs de la mairie, donc le vert, l'éducation, etc., et les groupes de citoyens actifs. Et l'idée était géniale. Il s'agissait d'une idée d'innovation du droit administratif italien. Et ça faisait marcher un principe qu'on a dans notre Constitution depuis le 2001, qui est le si dit principe de subsidiarité horizontale. Il y a une ville en France, et c'est la ville où on ira après, Grenoble, qui a suivi le mood italien des pactes. Ils les appellent les pactes de coopération. Et imaginez, à propos d'imagination, qu'en Italie, il y a au moment actuel environ 7000 pactes de collaboration dans 350 municipalités. De rien, de la seule ville de Bologne il y a 10 ans à aujourd'hui. Donc c'est un phénomène incroyable. La moitié des pactes se fait pour aménager ensemble les espaces verts, et c'est une constante. Et donc, je pense que c'est incroyable d'être ici, dans un festival sur le dehors et de pouvoir amener un donné comme ça. Donc, on est juste au-delà des Alpes. Et si on donne aux gens un dispositif pour se soigner des biens communs, les gens l'utilisent. Donc, chaque 2 ans, on fait un rapport pour photographier comment ça va. Et il y a une année, le 2022, où on a choisi de faire un rapport
monographique, hein, donc sur les écoles comme bien commun. Et j'ai aussi amené un livre que ma voisine là a édité avec Benjamin Correa et Justine Loiseau, où on a écrit un chapitre sur les écoles en Italie, pas comme service public, mais comme bien commun. Et c'est une thèse très forte de ce livre, hein, de commencer à penser qu'est-ce que c'est un service public et quand est-ce qu'on est en train de parler d'un bien commun de proximité, comme le titre qu'ils ont choisi récite. Bref, moi pour cet événement, j'ai pensé d'inventer un dispositif pour des enfants, pour parler avec les enfants de n'importe où, hein, brésiliens, italiens, partout dans le monde. Pourquoi pas même des enfants qui vivent dans une dictature, de raisonner sur le pouvoir vertical et le pouvoir horizontal. Hein. Je vous montre cette petite prototype. Alors, imaginez un enfant, donc petit, voilà, et imaginez un enfant et on pourrait parler avec lui d'un pouvoir vertical. Hein? Ouais, donc imaginez, je suis très petite là, au fond. Hein? Et voilà. Et donc, on pourrait parler à l'enfant du pharaon. Hein? Mais qu'est-ce qu'on voit en Italie? On voit beaucoup d'attitudes dirigistes. Hein? Même si je ne suis pas le pharaon, mais je suis la responsable d'une école. Et l'école est mienne. Hein? Et je suis la seule responsable de l'école. Je ne veux pas partager la responsabilité des actions éducatives, etc. Voilà. Alors, moi, je lis le pouvoir vertical. Et donc, quand on a édité le rapport sur les écoles comme bien commun, j'ai des collègues, des chercheurs, hein, qui m'ont dit, mais vous, lapsus, vous êtes toujours trop souriant. Hein? Souriant, optimiste. Hein? Optimiste, pourquoi? Parce qu'on avait analysé les pactes de collaboration qui avaient été signés. Hein? Et ce n'est pas facile, je vous assure, d'arriver à signer un pacte. Hein? C'est une lutte, la participation comme lutte. Hein? Mais le niveau de satisfaction des gens qui sont co-responsables de l'éducation comme bien commun est très très haut. Hein? Il y a bien sûr des expériences négatives, des expériences fatigantes, surtout fatigantes. Hein? Mais au final, les gens qui ont réussi à signer un pacte sont souriantes, hein? ont envie de continuer à dessiner des actions éducatives, etc. Et le pacte est toujours ouvert à d'autres qui veulent s'ajouter au pacte. Hein? Ce n'est jamais fermé. Et c'est aussi ouvert à des gens, seulement Daniela Ciaffi ou seulement un groupe de mères qui s'est retrouvé sur WhatsApp ou notre plateforme. Et donc, ce n'est pas seulement un accord entre les responsables publics et des associations formelles. Et de l'autre côté, hein, donc, on pourrait parler à l'enfant du pouvoir vertical et s'asseoir peut-être, hein, tous ensemble, au même niveau, et parler d'un autre pouvoir, qui est le pouvoir horizontal. Le principe de... J'étais au Québec, et ils se moquaient de moi parce que je faisais toujours comme ça. Hein? Subsidiarité horizontale. Hein? C'est quand on s'aide, mais en restant au même niveau. Et donc, imaginez les enfants qui raisonnent sur quand est-ce que je suis dans une situation de pouvoir horizontal. Hein? Quand est-ce qu'on est au même niveau? Moi, j'ai adoré hier, pour ceux qui étaient là, hein, la partie où
les scouts ont été mentionnés pour la politique de apprendre en plein air, apprendre à travers l'expérience. Les scouts. Les scouts, oui. Et du public, il y a un mec qui a dit, mais peut-être il est là, je ne sais pas, mais mon expérience scout n'a pas été si positive. C'était une organisation très, très hiérarchique. Et dans ma tête, c'était exactement ça. De réfléchir comment une expérience scout peut être même les deux choses. Je peux réfléchir sur les moments où j'étais on était tous égaux, et on faisait le co-management peut-être de quelque chose, d'une activité en plein air, et quand est-ce que j'ai un pouvoir vertical, j'ai le chef scout qui décide. Donc, pourquoi je vous propose ça? Parce que pour moi, dans ma vie, je suis arrivée à la question du pouvoir seulement au doctorat. Et alors que, d'après moi, dans cette phase de notre démocratie, il faut y arriver bien avant. C'est bien d'y arriver, je pense, vers 3 ans. C'est peut-être déjà un peu tard. Mais pas avant 8 ans. Et pas seulement si je fais un doctorat au Polytechnique de Turin. Je pense qu'il faut vraiment commencer à dialoguer, comme quelqu'un a dit. Dialoguer. Donc, c'est un dispositif vraiment pour raisonner avec les enfants de quand est-ce que le pouvoir est vertical et quand est-ce qu'il est horizontal. Et chercher à, argumenter. Je ne sais pas si ce mot existe en français, mais je l'adore en italien, argomentare. C'est de rentrer dans un processus réflexif, de revenir sur les expériences et un peu les démonter. Voilà. Merci beaucoup, Daniela. Alors, pour rebondir sur ce que Eric Lenoir nous a dit tout à l'heure, moi, je reste un petit peu dans un rôle d'animation parce que, je suis ici, c'est en France, c'est plus facile de me mobiliser, entre guillemets, que d'avoir la chance d'avoir Camilo et Daniela. Et ce que nous avons essayé aussi là d'apporter, ce sont des éléments un petit peu concrets de cette discussion qui aurait pu et qui peut être très théorique sur les regards croisés, les communs, la redirection écologique et les grandes questions sur les extrémismes politiques. Il me semble que ce qui ressort des deux apports de nos amis qui viennent de ailleurs qu'ici montre que c'était un processus extrêmement long, extrêmement à travailler et qui pour vous, je pense, qui êtes des enseignants, des grands ou des petits pédagogues, c'est ce à quoi je pense vous êtes confrontés ou vous êtes dédiés presque chaque jour, et c'est très émouvant de le faire. Un point avant de vous redonner, on a encore un quart d'heure à peu près, la parole. Ce livre que Daniel a mentionné, qui s'appelle « Les communs de proximité », il est en accès libre sur notre site. Donc, il y a 2 séries de chapitres, c'est un ouvrage collectif. Donc 2 séries de chapitres. Il y a une première série qui présente des expériences que nous avons consacrées comme des exemples de communs de proximité. Un exemple de tiers-lieu nourricier à Sainte-Foy-la-Grande qui a eu du mal à naître. Un exemple de Fab Lab. Un exemple de centre de santé communautaire et
l'exemple dont Daniela a parlé, qu'elles ont regardé à Turin, c'est-à-dire que les écoles deviennent des biens communs après le moment de la fermeture ou à côté de la fermeture, et comment ça transforme à la fois l'école et le quartier de travailler comme ça. Et puis, il y a une deuxième catégorie de chapitres qui sont plus des réflexions de la conceptualisation. Et voilà, c'est ce sur quoi travaille nous, ce sur quoi on travaille à la COP des communs, c'est se saisir des pratiques, du concret, pour peut-être monter, entre guillemets, en conceptualisation, pour la remettre au service de l'action. Voilà. Et je pense que c'est notre façon de vivre la pédagogie, et cette espèce de radicalité que nous avons, elle est peu visible parce qu'elle est toujours ciblée sur le fait qu'on essaye de faire ce qu'on dit qu'il est intéressant de faire. Voilà. Donc maintenant, encore, vous pouvez peut-être rebondir, poser des questions. Alors, Halima, et puis après, le monsieur qui est là, et puis voilà, on a trois. Peut-être, on verra, peut-être on les prendra dans la foulée, toutes les trois, ces questions, ou rebond, c'est pas obligé d'être des questions. Hein. Et puis, on verra à quelle heure on est, et on essaiera de tenir les horaires. Halima. Ok, merci Daniela. Donc rapidement, je suis Halima, donc j'habite Marseille et je suis investie dans le mouvement des communs depuis 2015. Voilà, on a créé un laboratoire juridique d'entraide pour les communs. On travaille avec des Espagnols, des Italiens, enfin voilà, c'est européen. Et puis je fais aussi une recherche, une thèse sur les communs urbains. Daniela, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est que par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, donc les communs en fait sont vraiment des modèles, des exemples pour nous, beaucoup des Français, enfin européens, en termes de reconnaissance des communs, à travers notamment les déclarations d'usage civique, les pactes de collaboration, etc. Mais la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui vivent ou survivent les communs dans un État d'extrême droite avec Giorgia Meloni. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce que ce dialogue, en fait, les communs dans un gouvernement d'extrême droite? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'école bien commun. En fait, est-ce que tu peux un peu développer, parce que quand tu parlais d'école bien commun, moi, dans ma tête, c'était une école gérée en commun. Mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce sont des bâtiments qui ne sont plus des écoles et dans lesquels il y a des activités, c'est ça. Donc, et donc, qui va avec ça? Est-ce qu'il existe en Italie des écoles gérées en commun, donc vraiment encore en activité? Okay. Merci. Alors, première question, il y a quelque chose de génial dans les pactes de collaboration, et c'est que, comme je disais, on ne les signe pas avec les élus, mais avec les responsables des secteurs de la mairie. Okay? Et la première fois que quelqu'un m'a fait noter ça, j'étais à Paris. Mais c'est vrai, ça c'est vraiment génial parce que même avec des maires qui substituent, qui ont une vision politique différente des précédents, les pactes, normalement, ça reste. Hein. Il y a la ville de Gênes qui, à un certain moment, a complètement changé de vision politique. Et les pactes ont bien résisté. Et c'était une grande victoire pour nous, disons, pour l'approche subsidiaire. Mais dernièrement, une ville dans la région Toscane, qui est une des régions plus participatives en Italie, a arrêté tous les pactes de collaboration. C'est la ville de Lucca. Et c'est la ville où des néofascistes sont au pouvoir. Donc, bon, c'est vrai que c'est l'unique contexte où ça s'est passé, mais ça s'est passé. Donc, voilà, là, on est en train de comprendre comment le faire repartir. Mais ça nous a donné l'idée
d'un changement très violent. Parce que, bon, en fait, c'est presque incroyable d'arrêter des actions pour se soigner, des parcs. Mais c'est très politique. Et là, je reviens. Il y avait quelqu'un qui était intéressé à la comparaison avec le Brésil. Et moi, ce que j'ai compris dans les derniers voyages avec Camilo au Brésil est que nous, on s'est peut-être un peu trompé dans ces dernières années, en parlant toujours d'innovation sociale, innovation administrative, etc., alors que c'était de la politique qu'on faisait, qu'on était en train de faire. Au Brésil, ils sont très, très conscients de ça. Et je ne sais pas combien de conscience on a en Europe de la valeur politique ou de la mission de repoliticiser ce qu'on fait quotidiennement. Et la deuxième question à propos des écoles. Les écoles sont en service public de 8 h du matin à 4 h de l'après-midi en Italie. Après, qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent devenir des maisons de quartier, elles peuvent s'ouvrir à n'importe quelle contribution. Moi, j'appelle cette phase de la démocratie contributive. C'est dans la revue la Tribune Fonda que j'ai appris le terme. En italien, ça sonne un peu fiscal, contributive dans le sens de je paie les impôts. Mais je continue à entendre des gens partout dans le monde qui utilisent le verbe contribuer. Donc, je suis très respectueuse de ça. Et je pense que au final, c'est la meilleure définition. Après la démocratie délibérative, participative, voilà, les votations, etc. Je pense qu'on est dans une phase contributive de la démocratie. Et alors, c'est des exemples, j'amène souvent aussi des groupes de Français à Bologne ou dans d'autres villes voir des pactes, parce que c'est l'administration partagée, c'est un peu un éléphant quand on cherche à la décrire, mais après, quand tu vois l'éléphant, c'est très simple, c'est lui. Voilà. Et donc, par exemple, un exemple très, très simple. À Bologne, il y a un élève qui a terminé le lycée et qui a fait un cours de peer-to-peer. Alors, il revient dans son ex-lycée et il propose, après le service public, donc à 5 heures, 2 fois par semaine, de faire des actions peer-to-peer, mais vraiment peer-to-peer. On est vraiment au même niveau, pouvoir horizontal, voilà, avec la Croix-Rousse et des autres, des habitants, des élèves qui vont dans le lycée. Et voilà, et ça, c'est l'école bien commun. Okay, c'est tout simple, c'est un pacte, donc qui fait quoi, et la mairie de Bologne signe le pacte, et voilà, et c'est tout simple. C'est tout simple, mais ça marche comme ça. Et on peut aussi mentionner le fait que dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Comment est-ce que l'État peut ne pas capter les communs ?» et où Thomas Perroux, qui est l'auteur de ce chapitre-là, montre comment la pédagogie Freinet a eu des difficultés à continuer son modèle. On avait encore, parce qu'il nous reste 5 minutes, je crois, et pas plus, on a 2 questions qu'on va prendre l'une après l'autre, ou deux rebonds, je ne sais pas. C'est 2 messieurs. Juste vous dites... en 2 secondes, qui Alors, vous êtes? Bonjour, moi c'est Arthur. Je suis coordinateur périscolaire sur le 6e arrondissement. Et Marseille. Merci, à Marseille. Déjà, merci pour votre explication sur la hiérarchie verticale. Quand j'en parle au bureau, parce que je suis un grand chef, moi je passe un peu pour un fou, de donner la parole à chacun, même sans les compétences ou le parcours. Et arrive à la décision de comment on prend une décision dans cette forme justement verticale. Est-ce qu'on fait des consensus? Est-ce qu'on fait une majorité? Est-ce qu'on se répartit des domaines et chacun fait des petits comités par la suite? Et dans ces pactes de citoyens, comment on arrive à prendre des décisions de manière efficace? Parce que je suppose que c'est plus long que quand une seule personne décide. Très bien. Et l'autre, non. Ouais. Bonjour à vous, je m'appelle Robin. Je suis également coordinateur jeunesse dans un centre social à La Blancarde, sur Marseille.
J'avais une petite question qui s'adressait à vous trois, qui était très ouverte. Je voulais savoir, dans un contexte de précarité, de paupérisation, dans un environnement où l'individualisme semble être la seule solution viable, en fait, comment créer du commun avec des gens qui se sentent seuls? Voilà. Comment créer du commun avec des gens qui se sentent seuls? Comment créer du commun avec des gens qui Et comment vous savez qu'ils se sentent seuls? Alors, attends, ouais, parce que sinon, le truc... donc, vous les voyez tous les jours, séparément? Je travaille avec la jeunesse sur le quartier de la Blancarde. Je suis coordinateur, comme je disais. Donc, du coup, j'organise des activités, l'aide aux devoirs, les vacances. Je vais répondre à ça. Je parle avec les familles. Et donc, du coup, c'est des gens avec qui je suis en contact en permanence. Okay. Et effectivement, ils ont une vision en fait, du commun qui est très partielle. Et si vous les mettez tous ensemble? Si je les mets tous ensemble, en fait, c'est plein d'intérêts individuels qu'ils ont mis ensemble, mais c'est pas ce que j'appelle du commun. Voilà. Alors, quelque chose que je n'ai pas pu exprimer, mais si vous me permettez, je vais le dire là. Peut-être que ça sera une réponse aussi à votre question. 1. Il n'y a pas de solution universelle à la réponse à la question que vous posez. Ça, non, ça ne marche pas. Tous les cas de figure sont différents les uns des autres. Donc, ce qui vaut ici ne vaut pas ailleurs. Et c'est justement la raison pour laquelle cette notion des communs ou du commun vaut, parce que c'est dans cette interaction entre, on va dire, l'accès ou le projet, l'accès et la communauté, dans cette interaction-là, que la question de comment on s'organise est essentielle. Elle demande un travail qui est lent, complexe, rigoureux, qui demande du leadership aussi, qui demande de la compréhension, qui demande de l'écoute, qui demande du regard croisé. Et moi, mon expérience professionnelle, parce que, comme vous avez vu, j'en ai quelques-uns derrière, et à la COP des communs depuis pratiquement 10 ans, c'est que ce sont des éléments qui sont invisibilisés. Les gens qui sont ensemble et qui travaillent ensemble, souvent, oublient de montrer tous les efforts qu'il faut pour que la communauté fonctionne. Ça, c'est souvent invisibilisé. Et alors, les questions d'argent, n'en parlons pas. C'est toujours quelqu'un comme moi qui doit venir. Et alors, est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Ah oui, on ne vous en a pas parlé. OK. Donc, il n'y a pas de solution universelle. Pour peut-être, encore modestement, répondre en partie à votre question, l'an dernier, nous avons travaillé avec les maires ruraux de France, l'Association des maires ruraux de France, qui avait adopté un axe de travail autour des biens communs. Les maires ruraux, ils sont confrontés à des tas de complexités, y compris d'ailleurs, parfois, une désertification rurale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des néos qui des fois reviennent, mais des exacerbations de tensions, des agriculteurs qui ne veulent pas que, je ne sais pas quoi, on vienne mettre des trucs sur leur terrain, sur leur chemin, etc. Ou des replis sur soi. Je ne parle pas avec le voisin parce qu'il a mis des fleurs là où il ne fallait pas, etc. Ou des sentiments d'isolement. Et ce qui a été très, très, très complexe, et je pense qu'on y est arrivé, c'est de repartir de cette question du concernement. En quoi est-ce que moi, comme maire, ou vous, comme grand pédagogue, pouvez travailler avec des gens en se posant la question, qu'est-ce qu'on a ensemble? Est-ce qu'il y a un élément qui est un bien commun, qui nous concerne tous, et qu'on aurait envie de travailler ensemble? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me disais, mais on n'a pas le temps, que je pourrais vous poser la question, à vous qui êtes là, ou à nous qui sommes aussi avec vous ce matin.
qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce que nous avons en commun quand nous sommes venus aux rencontres internationales à la classe dehors? Qu'est-ce que nous avons en commun? En quoi est-ce qu'on est concerné? Ici, c'est une association qui s'appelle la Fabrique des communs pédagogiques qui a organisé les rencontres internationales de la classe dehors. Qui connaît la Fabrique des communs pédagogiques en venant aux rencontres internationales de la classe dehors? En quoi est-ce que nous sommes concernés par les communs pédagogiques? Donc la question du concernement et l'identification de ce que nous avons en commun, c'est un travail que nous pouvons tenter de faire ensemble. Et après, quand on tire sur ce fil-là, assez vite, la question de se dire « Ah, je suis concerné, par exemple, par les communs pédagogiques ou par la précarité, je ne sais pas, et encore une fois, je ne connais pas votre situation, donc c'est trop facile de dire ce que je dis. » Mais l'identification de ce que l'on a en commun, qu'est-ce qui nous concerne en commun, nous pose forcément une deuxième question, c'est qui les autres qui sont concernés? Et des fois, c'est évident, parce que là, on est ensemble. Des fois, c'est beaucoup moins évident. Et ce travail de conscientisation de qui est concerné par l'accès ou par la difficulté est aussi un travail. Et ensuite, se posent des tas de questions sur la propriété, l'usage, etc. Donc, peut-être que, d'abord, il faut qu'on s'arrête, c'est même sûr, et que on espère que cette discussion de ce matin est un début et pas une fin. C'est, je crois, l'expérimentation auquel nous conduit les personnes de la Fabrique des communs pédagogiques qui nous ont permis de nous retrouver ici aux rencontres internationales de la classe dehors. Et cette réflexion sur les communs pédagogiques, et cette action, il faut qu'on continue. Halima, tu voudrais dire un mot, mais il faut que tu aies un micro pour le faire. Oui, ça marche. Non, je voulais juste répondre à monsieur et donner un exemple concret à Marseille, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle Vacarme Orchestra. C'est une association qui fait de la batucada, en fait. Et c'est très concret, en fait. C'est une association qui travaille sur Belzunce, qui est un quartier que tu connais sans doute. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de fragilité sociale, de précarité. Et en fait, par les enfants. Donc les enfants viennent, pratiquent la batucada petit à petit. Et puis finalement, au-delà de pratiquer de la batucada, en fait, ils apprennent qu'est-ce que c'est qu'une association, qu'est-ce que c'est que travailler ensemble, qu'est-ce que c'est que... Et petit à petit, il y a les parents qui viennent, les mamans. Et finalement, on va au-delà de juste apprendre la batucada, puisqu'on a des moments où il y a un parlement des enfants. Donc, ils gèrent ensemble, ils participent à faire des propositions à l'association. Et puis, finalement, ils font des parcours dans la rue, donc ils ont de l'argent, ils partent en vacances, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple d'association où on a des personnes qui sont isolées, qui sont en situation de précarité, qui rejoignent une association pour un truc très concret qui est faire de la musique, apprendre la musique. Et puis petit à petit, on passe à d'autres manières de faire des choses ensemble, à préparer ensemble une fête, à discuter ensemble de qu'est-ce que c'est que l'association, comment se prennent des décisions dans l'association, c'est quoi la place de... Et donc je rejoins ce que disait Nicole dans le sens où ça prend du temps. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en mesure, ou des personnes qui sont en mesure, sur le long terme, de maintenir cette dynamique tout le temps. Et voilà. Et puis finalement, du coup, aujourd'hui, si je parle de cette association, c'est parce que vraiment, je vois le parcours qu'ont fait d'abord les enfants qui maintenant, c'est eux qui donnent les cours, c'est eux qui... c'est vraiment super. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, c'est les mamans qui viennent aussi jouer et qui font aussi de temps en temps de la batucada avec nous, quoi. Donc voilà. Alors, je crois qu'il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Voilà, merci beaucoup, parce qu'il y a peut-être des gens qui attendent pour venir ici.